les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Opel Astra Sport Tourer. Et l'Opel Astra Sport Tourer, c'est quoi? Eh bien, c'est la 10e génération du break compact chez Opel, car la marque était l'un des précurseurs en la matière, puisque la première génération remonte à la Kadett Caravan en 1956. C'est d'ailleurs la marque Opel qui a inventé le terme Caravan, qui désigne toujours un break ici en Allemagne. Alors cette génération d'Astra Break, eh bien, elle est identique à la berline jusqu'au montant C. Et ça permet de faire de belles économies d'échelle, mais aussi de simplifier le processus industriel, puisqu'il y a de nombreux éléments qui seront donc communs à la berline, ce qui sera donc plus facile à mettre en œuvre pour fabriquer les deux voitures sur la même chaîne. À l'avant, on retrouve donc cette face avant caractéristique des dernières Opel, avec ce bandeau nommé Visor qui intègre donc d'une seule pièce toute la calandre et les feux. La calandre qui est d'ailleurs ajourée sur notre modèle, contrairement par exemple au Mocha E qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Ici, le Visor est ajouré puisqu'on n'a pas une version 100% électrique à l'essai aujourd'hui. La version 100% électrique arrivera l'année prochaine et donc là, probablement qu'elle aura donc la face avant entièrement lisse comme sur les autres versions électriques de la marque. Et espérons d'ailleurs que cette version électrique est une batterie un petit peu plus généreuse que celle des Corsa E et des Mocha E, sinon l'autonomie risque d'être un petit peu limitée. On n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'Astra Sport Tourer, qui inaugure également des feux IntelliLux qui fonctionnent non plus par LED mais bien par pixels, et on a 168 pixels pour assurer toutes les fonctions d'éclairage dans les deux feux avant. Ce sont bien sûr des feux matriciels, ce qui veut dire que le faisceau peut s'adapter en permanence aux réalités du trafic, aux piétons, aux usagers faibles, etc. pour ne pas gêner les autres usagers. Donc. Et puis je sais pas vous, mais moi personnellement je trouve que cette Astra est particulièrement réussie. Regardez notamment le traitement des ailes ici, où on a quelque chose de très musculeux avec des traits assez travaillés qui apportent beaucoup de personnalité à la voiture. Autre élément qui apporte également de la personnalité, c'est le toit de couleur contrastante. Et ça, d'après Opel, c'est une grande première, puisque ce serait la première fois qu'un break est disponible avec un toit de différentes couleurs. On n'a pas vérifié, mais on va leur faire confiance. Et puis, autre élément qui a été spécialement étudié pour optimiser l'autonomie sur cette version hybride rechargeable ou simplement la consommation sur les autres versions, eh bien ce sont ces jantes. Regardez, ce sont des jantes de 18 pouces qui sont optimisées aérodynamiquement. Donc il y a des petits inserts ici qui permettent de réduire les turbulences aérodynamiques, mais qui peuvent également faire partie intégrante du design de la voiture, puisqu'en accessoire, il est possible de les avoir soit de la couleur carrosserie, soit même d'une couleur complètement différente. Et puis de profil, je trouve qu'on voit quand même l'air de famille évident entre cette Astra et la Peugeot 308 Break, avec laquelle elle partage d'ailleurs non seulement sa base technique, mais également la plupart de ses composants. Et je trouve que ça se voit principalement ici dans le traitement de l'aile arrière et la découpe du pare-choc, où on a quelque chose, je dirais, de très Peugeot. Ça n'engage que moi, et n'empêche que cette voiture a quand même un vrai caractère propre, qui est plutôt réussi d'ailleurs. Et là où on remarque encore eh bien, les économies d'échelle et la simplification technique voulue par les ingénieurs, ce sont dans les feux arrière, puisque on a des feux arrière qui sont 100% identiques à ceux de la berline. En fait, à l'arrière, la principale différence est que sur la berline, eh bien, la plaque d'immatriculation est intégrée dans le bouclier, et ici, elle est intégrée directement sur le haillon. Et ça a un gros avantage pratique, puisque ça permet d'abaisser le seuil de chargement et donc de charger plus facilement les objets lourds dans le coffre, et on a un seuil de chargement qui est seulement à 60 cm du sol, ce qui est l'une des meilleures valeurs de la catégorie. Sur notre version hybride rechargeable, le coffre affiche un volume de 516 litres, alors comme vous voyez c'est pleinement exploitable, puisqu'on a des arêtes très droite, on a des angles bien définis, et puis on a bien sûr un plancher intégralement plat, mais ça reste quand même beaucoup moins que sur les versions essence ou diesel qui affichent 597 litres. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont un plancher repositionnable sur deux hauteurs qu'on n'a pas ici, puisque sous le plancher de notre version hybride donc prend place le système électrique et la batterie. Et l'autre inconvénient de cette version hybride, c'est qu'on ne sait pas ranger le cache-bagages donc sous le plancher, contrairement aux versions essence et diesel. Lorsqu'on en a besoin, on peut démonter le cache-bagages, le ranger sous le plancher et l'emporter avec soi donc dans la voiture, ce qu'on ne pourra donc malheureusement pas faire sur cette version hybride rechargeable. Heureusement, la banquette arrière rabattable en 3 parties, puisqu'on a bien une banquette 40-20-40, ce qui permettra soit de rabattre les sièges extérieurs, soit de rabattre juste la partie centrale pour charger de longs objets jusqu'au tableau de bord. Et puis lorsqu'on rabat tout, on a un plancher pratiquement plat jusqu'au dossier des sièges avant pour une longueur totale de chargement d'1,85 m. Et puisque l'empattement était allongé de 5,7 cm par rapport à la berline, eh bien on espérait avoir un petit peu plus de place que dans cette dernière à bord. Alors, ça n'est
pas vraiment le cas. On a le même espace que dans la berline. Toutefois, eh bien, on est plutôt bien installé. Je vais juste relever l'appui-tête, voilà. Et puis, vous voyez que j'ai pas mal d'espace ici au genou. Les sièges sont très bien dessinés. La banquette est très bien dessinée. On pourra facilement voyager à 4 adultes à bord. Seule la place centrale sera, comme souvent sur un break, à réserver un usage plus occasionnel, notamment parce que l'assise est moins confortable et puis parce qu'on a le tunnel de transmission qui gêne un petit peu l'espace au pied. Et puis à l'avant, on est encore mieux installé puisque, comme d'habitude sur les derniers modèles Opel, eh bien, les sièges avant sont validés par le Action Gesunderrücken, ce qui signifie la campagne de prévention des maux de dos. On a donc des sièges qui sont particulièrement ergonomiques, très bien dessinés, qui affichent un très bon maintien au niveau des lombaires, mais également au niveau latéral, et puis qui permettent bien sûr de nombreux réglages grâce aux commandes électriques situées sur les côtés. On est donc vraiment bien installé au volant de cette nouvelle Astra. Le tableau de bord a été développé avec une volonté détox, c'est-à-dire que les ingénieurs ont voulu simplifier le meuble de bord au maximum en supprimant la plupart des commandes physiques pour le rendre plus lisible. Alors ça permet de libérer beaucoup d'espace ici, puisqu'on a notamment un petit rangement ici pour les lunettes de soleil, ce qui est toujours très pratique. Ici, on a un chargeur à induction pour smartphone qui peut être occulté par ce petit volet, 2 porte-canettes qu'on peut également occulter par un autre petit volet. Et voilà, ça donne un environnement beaucoup plus propre, beaucoup plus sobre en tout cas que sur les précédents modèles. Opel a quand même eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour la climatisation notamment, et ça permettra d'éviter d'avoir trop souvent recours à l'écran tactile, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et puis il y a également ici quelques raccourcis, alors notamment pour revenir au menu principal, mais également pour accéder directement aux aides à la conduite, ce qui permettra notamment de désactiver l'aide au maintien de voie active qu'il faut malheureusement désactiver à chaque redémarrage du véhicule. Face au conducteur, on a un très joli volant, gainé de cuir et même de cuir perforé sur les flancs ici sur notre version d'essai qui est en finition Ultimate, donc qui est vraiment le haut de gamme encore au-dessus de la GS Line. Et puis vous voyez, on a des pavés de commande en noir brillant. Ce sera sans doute un petit peu sensible aux traces, mais c'est très joli. Et puis ce sont de vraies commandes bel et bien physiques, ce qui est quand même toujours plus pratique. Puis derrière le volant, on a également les palettes au volant pour commander la boîte automatique à 8 rapports. Et puis on a également un deuxième écran dédié donc à tout ce qui est instrumentation de conduite qu'on pourra un petit peu paramétrer selon ce qu'on veut voir affiché, bien entendu, et qui affiche là encore des graphismes très lisibles. L'affichage des informations est très clair, ce qui sera évidemment un plus pour la sécurité. Et puis ces deux écrans sont rassemblés dans ce qu'Opel appelle le Pure Panel. Vous voyez, c'est donc ce grand bandeau noir ici qui est face au conducteur et qui offre un poste de conduite orienté vers le conducteur qui est d'un très bel effet. Côté moteur, je vous en parle depuis tout à l'heure, cette Astra Break existe bien sûr en motorisation hybride rechargeable. On a aujourd'hui l'hybride rechargeable de 180 chevaux qui associe donc un moteur 1600 PureTech de 150 chevaux à un moteur électrique de 110 chevaux. Et la batterie de 12,4 kW permettra une autonomie de 60 km en WLTP mixte et jusqu'à 72 km en WLTP City. On aura probablement également par la suite l'hybride rechargeable de 225 chevaux identique à celle de la berline. Et puis sinon, la voiture existe également en essence avec le 1200 PureTech de 110 ou 130 chevaux et puis avec le 1500 diesel de 130 chevaux. Mais en attendant, nous, on va aller voir ce que vaut cette version hybride rechargeable sur la route et ça se passe tout de suite. Par défaut, cet hybride rechargeable, comme la plupart des hybrides rechargeables d'ailleurs, démarre sur son mode électrique tant qu'il y a un minimum de charge dans la batterie. Et d'ailleurs, tant qu'on aura un minimum de charge dans la batterie, on pourra choisir de faire varier le fonctionnement selon 3 modes, puisqu'on a un mode 100% électrique, où la voiture fonctionnera donc uniquement grâce au moteur électrique tant qu'il y aura donc de la charge de batterie, sauf si bien sûr on écrase la pédale d'accélérateur, puisque là ça peut être une situation d'urgence, et alors le moteur thermique viendra en renfort pour disposer de la pleine puissance. On aura ensuite un mode hybride qui se chargera de répartir automatiquement les flux d'énergie entre le moteur essence et le moteur électrique, pour optimiser dans ce cas-là la consommation. Mais ce mode hybride utilisera toujours en priorité l'énergie électrique à nouveau tant que la charge de la batterie le permettra. Et puis en troisième lieu, on a un mode sport qui lui fera fonctionner d'office les deux moteurs ensemble pour disposer tout le temps de la pleine puissance, donc des 180 chevaux et des 320 Nm. Le moteur électrique, il est suffisamment puissant puisqu'avec 110 chevaux, il parvient vraiment à garder la voiture
à un bon rythme, à un rythme normal en tout cas pour un véhicule de ce type, sans aucun problème. Il y a juste vraiment en cas de forte côte ou de forte accélération où il va montrer un petit peu ses limites et où parfois le moteur thermique devra intervenir. Mais globalement, ce moteur électrique se montre très agréable et en termes de consommation réelle, eh bien, on a fait pour l'instant 41 km pratiquement exclusivement sur le mode électrique. Et on a encore une petite dizaine de kilomètres d'autonomie. Donc ça veut dire qu'on peut s'approcher des 50 km réels. Pour rappel, Opel en annonce 60 et 72 en ville. Donc 50 km réels, ça me semble tout à fait honnête, compte tenu du fait qu'on a également fait une petite portion d'autoroute de 6 ou 7 km. Et donc il faut en tenir compte aussi dans la consommation. Et même sur autoroute, eh bien, on est parvenu à garder le mode 100% électrique, à condition bien sûr de rester sous les 130 km/h. C'est en ville comme ici que le mode électrique se montre le plus agréable, notamment parce qu'on dispose d'un mode B, donc un mode qui permet d'optimiser la régénération et donc la décélération au lever de pied. Alors on n'est pas sur un mode one pedal driving, c'est-à-dire que ça ne permet pas de s'arrêter complètement face à un obstacle notamment, mais ça permettra quand même de décélérer bien plus fort que sur le mode normal. Et donc avec un peu d'anticipation, eh bien, on pourra pratiquement se passer de la pédale de frein et donc conduire à une seule pédale, ce qui est toujours agréable. Et tout ça fonctionne vraiment parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité tout le temps dans les enchaînements, dans les variations de mode de fonctionnement. On passera vraiment de manière imperceptible du mode thermique au mode électrique et du mode électrique au mode thermique. Et cette douceur, c'est vraiment la caractéristique première de cette Astra, je trouve. C'est-à-dire qu'elle partage donc son châssis et la plupart de ses éléments techniques avec sa cousine, la Peugeot 308. Mais on sent vraiment que les deux voitures ont été réglées tout à fait différemment. Cette Opel se montre un petit peu moins incisive, c'est-à-dire que la direction est un peu plus légère, un petit peu moins ferme. L'amortissement est également un petit peu plus souple, donc on a sans doute un tempérament moins dynamique, moins sportif. Mais on a quelque chose de plus confortable que la Peugeot, en tout cas pour cette version-ci, et malgré les jantes de 18 pouces, je le rappelle. Et ça, c'est quand même toujours un bon point pour une voiture familiale, à mon sens. Et cette douceur de fonctionnement est également doublée d'une excellente insonorisation. Alors une insonorisation au bruit de roulement, d'une part, qui est quand même important lorsqu'on est en mode électrique. On n'a pratiquement aucun bruit qui remonte des roues. Et puis une bonne insonorisation au moteur également, puisque quand le moteur tourne comme ici et qu'on hausse un peu le rythme, eh bien, le moteur restera très très discret. Et il y aura vraiment que si on prend le contrôle de la boîte manuellement et qu'on descend un petit peu trop dans les rapports où le moteur va monter un peu plus haut dans les tours, où on l'entendra un petit peu, mais globalement ça reste quand même très feutré. Par rapport à la 308, on a aussi le poste de conduite qui est tout à fait différent et donc ça rend vraiment l'expérience de conduite globale très distinctive de celle de sa cousine française, puisqu'ici on a un grand volant, alors que sur la Peugeot, je le rappelle, on a le tout petit volant du système iCockpit. Et puis on a un afficheur tête haute dans le pare-brise qui est un peu simple, mais qui permet notamment d'avoir la navigation lorsqu'on en a besoin. Et donc ça se montre plutôt pratique. Et donc au final, globalement, je trouve que cette Opel Astra est sans doute la plus aboutie qui ait jamais été produite et qui est une vraie alternative de choix, non seulement à sa cousine française, donc la 308, mais aussi notamment à la référence du segment, la Golf. Voilà, vous savez tout sur cette nouvelle Opel Astra Sport Tourer, sauf peut-être son prix. Alors, cette nouvelle Astra Sport Tourer en version hybride rechargeable, telle que nous l'avons essayé aujourd'hui, débute à 38 250 €. On était à plus de 43 000 € pour notre version d'essai, qui était donc la finition Ultimate, je le rappelle. Mais il y a déjà une Opel Astra Sport Tourer à partir de 28 400 € en version de base, avec le 1200 essence 110 chevaux en boîte manuelle.